Le millionnaire à peine tourne le regard vers elle et lance devant tout le monde « Vous, technicienne d'évaluation, c'est une blague !» Les hommes rient, certains chuchotent qu'elle devrait être là uniquement pour servir le café. Mais quand Marie fixe ce tracteur abandonné depuis 5 ans, celui-là même dont l'ingénieur d'usine a abandonné la réparation, elle remarque un détail minuscule, ridicule. Et c'est là que le silence commence. Parce que si elle a raison, dans quelques secondes, tous ceux présents dans cette cour vont ravaler chaque mot qu'ils ont dit. Avant de commencer cette histoire, la mécanicienne veut savoir quelle a été la première voiture que vous avez conduite et de quelle année. Laissez-nous un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Moteur et Espoir, d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire inspirante et de nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Marie Dubois a toujours porté son nom de famille avec fierté, même s'il ne s'accompagnait ni d'argent ni de prestige social. Le nom était simple, commun, de ceux qu'on trouve sur n'importe quelle liste d'appels d'école publique partout en France. Mais pour elle, ce nom signifiait bien plus qu'une simple inscription sur des documents. Il signifiait histoire, sueur, travail honnête et dignité préservée même dans les situations les plus difficiles. À 27 ans, Marie était l'une des rares femmes en France spécialisées dans la maintenance de machines agricoles lourdes. On ne parle pas de voitures ou de camionnettes, non. On parle de tracteurs de grande puissance, de moissonneuses-batteuses gigantesques, de pulvérisateurs automoteurs qui coûtent plus cher qu'une maison en ville. Des machines qui pèsent des tonnes, qui ont des moteurs de centaines de chevaux, qui sont le cœur de toute exploitation agricole sérieuse. Comment en est-elle arrivée là? Eh bien, l'histoire commence il y a longtemps, dans son enfance, dans la campagne de la Beauce, avec un homme qu'elle aimait plus que tout au monde, son grand-père Henri. Pendant 40 ans, Henri a été le mécanicien en chef d'une coopérative agricole dans un petit village où tout le monde se connaissait par son prénom. C'était un endroit où les machines avaient des décennies d'utilisation, où chaque tracteur devait fonctionner parfaitement, parce que les petits producteurs n'avaient pas d'argent pour remplacer les équipements. Là-bas, réparer n'était pas une option, c'était une nécessité de survie. Marie a grandi dans cet atelier d'outils, observant son grand-père travailler. Depuis petite, elle était fascinée en voyant ses mains calleuses démonter d'énormes moteurs, identifier des problèmes que personne d'autre ne pouvait voir, réparer ce qui semblait impossible à réparer. Henri avait une façon spéciale de traiter les machines, un respect presque paternel. Il disait que chaque équipement avait sa personnalité, ses manies, ses secrets, et il a tout enseigné à sa petite fille Marie. Il avait l'habitude de dire, en essuyant ses mains sales de graisse sur un vieux chiffon, « La technologie moderne résout 80% des problèmes, mais les 20% restants exigent un œil clinique, de la patience et du respect pour la machine. N'oublie jamais ça. » Elle n'a jamais oublié. Quand Henri est décédé il y a 4 ans, Marie a hérité de sa boîte à outils d'origine. Ces outils anciens, lourds, certains rouillés mais toujours fonctionnels, et un carnet usé avec des notes techniques de 5 décennies. C'était un trésor. Chaque page de ce carnet contenait une sagesse pratique qu'aucune école d'ingénierie ne pourrait enseigner. Maintenant, Marie travaillait comme évaluatrice technique indépendante pour des maisons de vente aux enchères spécialisées dans l'équipement agricole. Elle voyageait dans toute la région Centre-Val de Loire et au-delà, de ferme en ferme, inspectant les machines avant les ventes, identifiant les problèmes, évaluant l'état réel des équipements. C'était un travail solitaire, avec beaucoup de temps sur la route, beaucoup de repas rapides dans les stations-service, beaucoup de nuits dans des hôtels bon marché au bord de la route. Mais Marie aimait la liberté que le travail lui procurait, la variété des défis techniques qu'elle rencontrait, le sentiment d'indépendance. Ce matin d'août, le ciel était clair et bleu, de cette façon que seule la campagne française peut l'être. Marie conduisait son Renault Kangoo blanc, acheté d'occasion mais bien entretenu, par la route de campagne qui serpentait entre d'immenses champs de blé et de colza. La poussière beige s'élevait derrière le véhicule comme un nuage.
Elle se dirigeait vers la ferme expérimentale Vallée du Soleil, aux environs de Chartres, en Eure-et-Loir. Le commissaire-priseur responsable de l'événement, M. Bernard, un homme d'une soixantaine d'années avec qui Marie avait déjà travaillé plusieurs fois, avait expliqué la situation par téléphone la semaine précédente. La propriété appartenait à un entrepreneur de l'agro-business, un de ces types avec beaucoup d'argent qui liquidait tout l'équipement ancien de la ferme pour moderniser complètement l'exploitation. Elle devait évaluer techniquement chaque machine, déterminer l'état réel de fonctionnement, identifier les problèmes cachés pour que les acheteurs aux enchères sachent exactement ce qu'ils achetaient. Quand Marie est finalement arrivée au portail principal de la ferme, elle a été impressionnée. Cela ne ressemblait pas à une propriété rurale normale. L'entrée avait un portail moderne en métal et verre avec le nom de la ferme en lettres élégantes. La route intérieure était parfaitement asphaltée, bordée de cyprès. Et le siège, mon Dieu, le siège de la ferme ressemblait plus à un résort de luxe qu'à une maison de fermier. C'était une énorme construction d'architecture contemporaine, tout en verre et béton apparent, avec des lignes droites et minimalistes. Il y avait une piscine à débordement qui semblait se fondre avec l'horizon, un jardin impeccablement entretenu et même un héliport à côté de la maison principale. Marie a dégluti. Elle était habituée aux fermes de travail, des endroits fonctionnels et simples. Ceci était de l'ostentation pure. Dans la cour des machines, située derrière le siège, il y avait environ 20 hommes circulant entre les équipements. Des agriculteurs de la région, des investisseurs intéressés à acheter des machines aux enchères, des curieux, tous des hommes. Marie a remarqué, toujours des hommes. Elle a garé le Kangoo dans un coin, a pris son sac en cuir usé qui avait appartenu à son grand-père Henri, avec tablette, ordinateur portable et équipement portable de diagnostic, et s'est dirigée vers le hangar principal où les tracteurs et moissonneuses étaient organisés. C'est à ce moment qu'elle a croisé Édouard Delacroix pour la première fois, et cette première rencontre a été celle-là. L'homme avait 44 ans. Allure athlétique de quelqu'un qui fréquente une salle de sport chère, cheveux grisonnants impeccablement coupés dans ce style moderne qu'on ne voit que dans les magazines d'affaires. Il portait une chemise en lin beige, probablement importée, probablement assez chère pour payer le loyer de Marie pendant 2 mois. Un pantalon de coupe parfaite et des chaussures en cuir qui brillaient même dans la poussière de la cour. Édouard était accompagné de 3 hommes en costume-cravate, clairement des avocats ou des cadres de son entreprise, et parlait au téléphone portable avec ce ton autoritaire de quelqu'un habitué à donner des ordres et à être obéi immédiatement. Marie a pu entendre des fragments de la conversation en s'approchant. « Je n'accepte pas moins de 20 millions pour la participation. Oui, y compris la distillerie de bioéthanol. Conclure ça d'ici vendredi. » Quand elle s'est approchée du groupe, Édouard a terminé l'appel d'un geste brusque et l'a regardé. Ce n'était pas un regard de reconnaissance ou de bienvenue, c'était un regard de haut en bas, évaluatif, qui allait des baskets usées de Marie jusqu'à son visage sans maquillage, en passant par le jean délavé et la chemise de travail, avec le logo usé de l'entreprise de vente aux enchères. Un regard qui l'a pesé, jugée et considérée comme insignifiante. « Monsieur Bernard a envoyé quelqu'un pour servir le café ?» Il a demandé, sans même un bonjour, sans une salutation de base. Sa voix avait ce ton naturellement arrogant de quelqu'un habitué à être l'homme le plus riche de l'endroit. « Vous pouvez le laisser sur le bureau là-dedans et dites-lui que nous attendons l'évaluateur technique depuis 1 demi-heure. J'ai d'autres rendez-vous aujourd'hui. » Marie a respiré profondément. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. En fait, cela arrivait avec une fréquence déprimante. Elle avait perdu le compte du nombre de fois où elle avait été confondue avec une secrétaire, une assistante ou simplement ignorée dans des environnements dominés par les hommes. Mais quand même après toutes ces années, cela faisait encore un peu mal. « Bonjour », elle a dit, gardant sa voix ferme et professionnelle. Je suis l'évaluatrice technique Marie Dubois. Monsieur Bernard m'a engagé pour faire l'inspection des équipements avant la vente aux enchères. Édouard Delacroix a cligné des yeux.
littéralement cligné comme s'il devait traiter l'information, comme si les mots qu'il venait d'entendre n'avaient aucun sens pour son cerveau. Vous, il a regardé les 3 cadres autour de lui qui ont échangé des sourires discrets. L'évaluatrice, un des cadres, un homme corpulent avec des lunettes, a eu un petit rire étouffé. Édouard a continué à regarder Marie comme si elle était une blague que quelqu'un racontait. Monsieur Bernard se moque de moi. Je paie une fortune pour cette évaluation technique. J'engage les meilleurs professionnels disponibles sur le marché et il m'envoie une femme, une mécanicienne, Marie a complété, gardant sa voix ferme malgré la colère qui commençait à bouillonner en elle. Une mécanicienne avec 12 ans d'expérience en machines agricoles lourdes, certification en systèmes électroniques d'injection Common Rail et spécialisation en diagnostic de moteurs diesel haute performance. Je peux commencer mon travail ou vous préférez questionner mes qualifications toute la journée. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager avec vos amis qui apprécient les vraies histoires de dépassement de soi. Un des agriculteurs présents, un homme avec une casquette et une chemise à carreaux qui observait la scène de loin, a laissé échapper un rire étouffé, mais Édouard Delacroix n'a pas trouvé ça drôle du tout. Au contraire, son visage est devenu légèrement rouge. Cette rougeur qui apparaît quand quelqu'un habitué à avoir le contrôle absolu de tout se voit soudainement remis en question publiquement. « Écoutez, mademoiselle », il a dit en insistant sur le mot « mademoiselle » avec un ton condescendant qui a fait serrer les dents de Marie. « Je n'ai rien contre les femmes, absolument rien. Mon entreprise a plusieurs employés, y compris à des postes de direction. Mais ce n'est pas un jeu ici, ce sont des machines qui valent des millions d'euros, des équipements sophistiqués, de la technologie de pointe. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment le sujet, qui ait une vraie expérience, qui sache ce qu'il fait. » Marie a senti cette sensation familière dans l'estomac. C'était un mélange de colère, de frustration et de fatigue. Fatigue de devoir prouver sa compétence tous les jours, partout, à tous les hommes qui assumaient automatiquement qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. « Alors laissez-moi faire mon travail », elle a répondu, essayant de le contourner pour arriver aux équipements. « Attendez !» Édouard a bloqué son chemin, se plaçant physiquement entre Marie et le hangar. Il était plus grand, plus large, et a utilisé cela pour intimider. « Avant de commencer à perdre du temps avec les machines qui comptent vraiment, laissez-moi vous montrer quelque chose. » Il a pointé vers le coin le plus éloigné du hangar, où se trouvait un tracteur rouge couvert d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée. Celui-là est un Valtra BH180, tracteur haut de gamme quand il fonctionnait. Moteur Aggo Power 6 cylindres, 180 chevaux de puissance, système électronique d'injection Common Rail de dernière génération. Marie a regardé la machine. Même de loin, même couverte de saleté et d'abandon, on pouvait voir que c'était un équipement robuste, bien construit. Ce tracteur, Édouard a continué, et maintenant il y avait plus de gens qui s'approchaient pour entendre l'histoire, est arrêté depuis 5 ans. 5 ans, vous comprenez? Il s'est simplement arrêté de fonctionner du jour au lendemain et n'a plus jamais démarré. J'ai fait venir 3 techniciens spécialisés, des ingénieurs certifiés par Valtra elle-même, les meilleurs professionnels disponibles en France. J'ai dépensé presque 50 000 € rien qu'en diagnostic, tentative de réparation, pièces importées. Les hommes autour hochaient la tête, impressionnés par le montant. 50 000 €, assez d'argent pour acheter une voiture neuve. À la fin, Édouard a dit, sa voix prenant un ton dramatique, les ingénieurs de Valtra, après des semaines d'essais, m'ont donné le verdict. Le système électronique d'injection était complètement irrécupérable. Défaillance catastrophique du module de contrôle du moteur. Pour réparer, il faudrait changer toute la centrale électronique, le module de contrôle, tout le faisceau électrique, refaire toute la programmation. Devis. 120 000 € pour un tracteur qui, en parfait état de marche, vaut au maximum 200 000 €. Il a croisé les bras, regardant Marie comme s'il livrait l'argument final d'un procès. Ça ne valait pas le coup. Ce serait jeter l'argent par les fenêtres. Alors, j'ai abandonné. Je vais le mettre aux enchères comme ferraille pour que quelqu'un récupère les pièces.
Le moteur, la transmission, les pneus, tout ça a encore de la valeur. Marie a continué à regarder le tracteur. Quelque chose dans l'histoire ne collait pas, n'avait pas de sens. Les systèmes Common Rail étaient complexes. Oui, très complexes, mais ils n'étaient pas impossibles à réparer. Et les défaillances catastrophiques, comme celles décrites par Édouard, étaient rares, très rares. Généralement, il y avait quelque chose de plus simple derrière. « Et vous voulez que j'évalue ce tracteur aussi ?» elle a demandé. « Non. » Édouard a presque ri. « Définitivement pas. Je veux que vous ne perdiez pas votre temps et mon temps avec cette machine. Elle est morte, finie. 3 ingénieurs spécialisés l'ont déjà confirmé. Il n'y a plus rien à faire. Concentrez-vous sur les 17 autres machines qui fonctionnent et qui ont besoin d'une vraie évaluation. » Mais Marie marchait déjà vers le Valtra, attirée par le défi comme un papillon par la lumière. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était plus fort qu'elle. Quand quelqu'un disait que quelque chose était impossible à réparer, quand on affirmait catégoriquement qu'une machine était perdue, quelque chose en elle devait vérifier, devait voir de ses propres yeux. Elle s'est approchée du tracteur, observant les détails. La carrosserie était poussiéreuse mais intacte, sans bosse significative. Les pneus étaient dégonflés par manque d'utilisation, mais encore utilisables. Elle a ouvert la porte de la cabine qui a grincé sur ses gonds rouillés et est montée. Le siège de l'opérateur était desséché, le rembourrage craquelé par le temps et le soleil qui entrait par les fenêtres. Il y avait des toiles d'araignée dans les coins et cette odeur caractéristique d'un endroit fermé depuis longtemps. Marie s'est assise sur le siège, s'est ajustée en position d'opération et a tourné la clé qui était dans le contact. Comme prévu, absolument rien ne s'est passé. Le tableau de bord est resté mort. Aucune lumière ne s'est allumée. Aucun son du système électrique. Silence total. C'était comme essayer de réveiller quelqu'un qui était dans un coma profond. Vous voyez ? La voix d'Édouard est venue de derrière elle. Il s'était approché, maintenant suivi d'un groupe plus important de curieux. La situation devenait un divertissement. Morte, complètement mort. Les techniciens ont dit qu'il faudrait changer pratiquement tout le système électronique. La centrale de contrôle du moteur a simplement grillé. Elle ne répond plus à rien. Devis de 120 000 € pour un tracteur qui vaut 200 000 en état de marche. Les mathématiques sont simples, ça ne vaut pas le coup. Marie est descendue de la cabine et est allée à l'avant du tracteur où se trouvait le capot du moteur. Avec quelques efforts, les verrous étaient coincés. Elle a réussi à ouvrir. Le moteur AGCO Power 6 cylindres était là, imposant, occupant tout le compartiment. Et, à la surprise de Marie, il était impeccable. Quelqu'un avait très bien entretenu ce tracteur avant qu'il ne soit abandonné. Il n'y avait pas de rouille, pas de pièces détachées, tout était organisé et propre malgré la poussière superficielle. Elle a pris son scanner de diagnostic portable, un équipement professionnel qui coûtait presque 5 000 €, et l'a connecté aux entrées OBD du système électronique du tracteur. Elle a allumé le scanner, attendu que le système s'initialise. L'écran s'est allumé, a montré le logo du fabricant, a commencé la recherche automatique de communication avec la centrale électronique du véhicule, et puis rien. L'écran est resté vide avec le message « Pas de communication avec le CU ». Cela confirmait au moins une partie du diagnostic des techniciens de Valtra. Il y avait un sérieux problème de communication avec la centrale électronique, soit un grave problème électrique dans le faisceau, soit la centrale était vraiment grillée. « Puis-je avoir quelques minutes seule avec cette machine ?» Marie a demandé, regardant Édouard. Le rire qu'il a laissé échapper était sec, sans aucun humour. Seul. Mademoiselle, vous comprenez la situation ? Vous n'allez pas réussir à faire ce que 3 ingénieurs spécialisés, certifiés par l'usine, avec des années d'expérience, n'ont pas pu faire. Ce que vous faites là, c'est de l'entêtement ou un manque de notion de la réalité. Certains des hommes présents ont ri. Le commentaire était fait pour humilier, pour mettre Marie à ce qu'Édouard considérait comme sa place. Un agriculteur avec une casquette, le même qui avait ri avant, a commenté à voix haute. « Ah, laissez-la essayer, Delacroix. Ça va être amusant de voir ce qu'elle fait. »
Qui sait, ce n'est peut-être pas un génie caché? La phrase a été dite sur le ton de la plaisanterie, et plus de rires ont résonné dans le groupe. Amusant, Édouard a élevé la voix, transformant complètement la situation en spectacle public. Il aimait ça. Marie s'en est rendu compte. Il aimait avoir un public, pouvoir démontrer son pouvoir, sa supériorité. Vous voyez ça? Faites attention à ce qui se passe ici. Je paie une fortune, une vraie fortune pour engager le meilleur évaluateur technique disponible dans le département d'Eure-et-Loir. J'explique à Monsieur Bernard que j'ai besoin d'un professionnel de haut niveau, quelqu'un avec de la crédibilité, de l'expérience prouvée, et il m'envoie une mécanicienne têtue qui pense qu'elle va résoudre en 5 minutes ce que personne n'a résolu en 5 ans. Il a fait une pause dramatique, regardant les visages autour, s'assurant que tout le monde faisait attention. C'est un manque de respect envers mon temps. C'est un manque de respect envers votre argent à vous qui êtes venu ici intéressé à participer à une vente aux enchères sérieuse, professionnelle. C'est une blague de mauvais goût. Marie a senti son visage chauffer, senti le sang monter à ses joues. Cette sensation d'humiliation publique qui fait physiquement mal, mais elle a gardé son calme. Elle avait appris au fil des ans que réagir émotionnellement ne faisait qu'empirer les choses. « Monsieur Delacroix, elle a dit, gardant sa voix aussi ferme que possible, je n'ai pas promis de résoudre quoi que ce soit. Je n'ai pas dit que j'allais réparer le tracteur. Je veux juste examiner la machine calmement, faire mon évaluation technique. Ça fait partie de mon travail, ça fait partie du service pour lequel vous payez. Votre travail, c'est de ne pas perdre mon temps, il a rétorqué, élevant encore plus le ton de sa voix. Votre travail, c'est d'évaluer les machines qui comptent vraiment, pas de jouer à la mécanicienne avec des équipements de millions d'euros. Vous vous rendez compte du ridicule de cette situation? Une femme qui n'a probablement jamais vu un moteur Common Rail fonctionner de sa vie, qui ne sait probablement même pas ce qu'est l'injection électronique, essayant de réparer ce que les meilleurs techniciens de France n'ont pas pu. C'était trop. C'était simplement trop. J'ai déjà travaillé sur des dizaines de moteurs Common Rail, Marie a répondu, et cette fois sa voix a légèrement tremblé, pas de peur, mais de colère contenue. Valtra, John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson. Je connais ce système mieux que beaucoup d'ingénieurs qui ne regardent qu'un écran d'ordinateur et n'ont jamais mis la main dans la graisse. Ah oui? Édouard a croisé les bras sur sa poitrine, une posture clairement provocante. Il s'amusait maintenant, s'amusait à ses dépens. Alors expliquez-moi, puisque vous connaissez si bien ce qu'est le Common Rail. Donnez-moi un cours ici, professeur. C'était une question technique de base, élémentaire, posée dans le seul but de l'humilier publiquement. Si elle ne savait pas répondre, elle serait ridiculisée. Si elle savait, il trouverait une autre façon de la diminuer. Mais Marie n'avait pas le choix. Elle a respiré profondément. Le Common Rail est un système d'injection directe de carburant à haute pression. Le diesel est stocké sous pression constante dans un tube commun, le rail, et est injecté dans les cylindres du moteur par des vannes électromagnétiques contrôlées individuellement par une centrale électronique. Cela permet un contrôle précis du moment, de la quantité et de la pression d'injection. Le système offre une plus grande efficacité de combustion, une réduction significative des émissions polluantes et une augmentation de puissance par rapport au système conventionnel. Ce Valtra BH180, spécifiquement, utilise un système Bosch de 3e génération avec une pression de travail allant jusqu'à 1800 bars. Le silence qui a suivi était gênant. Édouard ne s'attendait pas à une réponse si précise, si technique, si détaillée. Il a hésité pendant une seconde, juste une seconde, et Marie a vu la surprise dans ses yeux. Mais alors l'arrogance est revenue comme un masque qu'on remet. « Connaître la théorie, c'est facile, » il a dit, retrouvant sa contenance. N'importe qui peut mémoriser des définitions d'un manuel. Faire fonctionner, c'est une toute autre histoire, et vous n'allez pas y arriver. Soyez-en sûrs. Puis-je au moins essayer ?
Marie a demandé, détestant le ton presque suppliant qu'avait pris sa voix. Non, Édouard a presque crié. Vous n'allez pas rester ici à jouer à la mécanicienne avec des équipements de millions d'euros. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. Vous êtes ici pour évaluer les autres machines qui fonctionnent. Point final. Ce tracteur est hors de la liste, fin de la conversation. Il n'y a plus rien à discuter à ce sujet. Commentez en nous disant si vous aussi vous avez déjà été sous-estimé dans votre travail. Vos histoires nous inspirent, mais Marie ne s'est pas déplacée. Elle est restée là, debout, regardant le moteur du Valtra, observant les composants avec ce regard entraîné que son grand-père Henri avait enseigné. C'était un regard différent. Ce n'était pas juste voir, c'était observer. C'était chercher des détails que d'autres ignoraient. Et c'est alors que quelque chose a attiré son attention, quelque chose de si petit, si insignifiant, qu'il serait facile de le manquer. Sur le côté du système Common Rail, il y avait une vis minuscule, une vis Allen de 4 mm, de celles pour lesquelles vous avez besoin d'une clé spécifique pour serrer. Cette vis régulait le capteur de pression du système, un composant critique qui informait la centrale électronique de la pression exacte du carburant dans le rail. Et cette vis était visiblement désalignée, presque desserrée, complètement hors de la position correcte. Marie a froncé les sourcils. C'était impossible, simplement impossible. Comment 3 techniciens spécialisés, des ingénieurs certifiés par l'usine, n'avaient-ils pas remarqué quelque chose d'aussi basique, d'aussi fondamental? C'était comme un médecin qui ne vérifierait pas la tension artérielle d'un patient avant de faire un diagnostic complexe. « Monsieur Delacroix », elle a dit lentement, pesant chaque mot. « Cette vis ici est complètement hors des spécifications. » « Quelle vis ?» Édouard s'est approché, irrité par son insistance. Marie a pointé le composant minuscule. « La vis de calibrage du capteur de haute pression du Common Rail. Elle doit être serrée avec un couple exact de 8 Nm, ni plus ni moins. Si elle n'est pas au couple correct, le capteur ne peut pas faire la lecture adéquate de la pression du rail. Et si le capteur ne fonctionne pas correctement, la centrale électronique ne reçoit pas les informations nécessaires, entre en mode de sécurité et bloque tout le système de démarrage. C'est exactement pour ça que le tracteur ne démarre pas. » Édouard a regardé la vis minuscule, si petite qu'on pouvait à peine la voir sans s'approcher beaucoup. Il a haussé les épaules avec cette arrogance de quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne changerait pas d'avis. Les techniciens de Valtra ont examiné chaque millimètre de ce moteur, littéralement chaque composant. Ils ont passé des semaines ici avec des équipements de diagnostic avancés, avec des ordinateurs connectés, avec toute la technologie disponible. Si c'était quelque chose d'aussi simple, d'aussi évident qu'une vis desserrée, ils l'auraient vu. Ne venez pas avec des théories absurdes. Pas toujours, Marie a rétorqué, sentant la frustration grandir en elle. Quand un problème semble très complexe, quand tous les équipements électroniques pointent vers des défaillances catastrophiques, parfois on ignore les choses basiques. On assume que le problème doit être proportionnel au temps passé à chercher, mais parfois ce n'est pas le cas. Parfois c'est juste une vis. Puis-je essayer de la réajuster? Non. Édouard perdait visiblement patience maintenant. Son visage était rouge, les veines du cou saillantes. « Vous n'allez toucher absolument rien sur cette machine. Je l'ai dit combien de fois, vous êtes ici pour évaluer les machines, pas pour inventer des théories conspirationnistes sur des vis magiques. Fermez ce capot maintenant et allez faire le travail pour lequel vous avez été engagé. La discussion est terminée. » Marie a fermé le capot du tracteur, ses mains tremblant légèrement de colère et de frustration. Elle savait qu'elle avait raison. Elle le savait au fond de son âme, avec cette certitude qui vient de l'expérience, de la vraie connaissance. Mais Édouard Delacroix était exactement le type d'homme qui préférait croire qu'un problème était impossible à résoudre plutôt que d'admettre qu'une femme, une mécanicienne sans diplôme d'ingénierie, sans certifications officielles, pouvait avoir la solution que des ingénieurs chers et qualifiés n'avaient pas trouvée. Elle est retournée là où elle avait laissé son sac,
a pris sa tablette, ouvert le logiciel d'évaluation et a commencé à travailler sur les autres machines. Pendant les 2 heures suivantes, Marie a méticuleusement inspecté chacun des 17 équipements fonctionnels qui seraient mis aux enchères. Une moissonneuse-batteuse John Deere S680 avec de petits problèmes hydrauliques. Un tracteur Case Magnum 340 avec un système de transmission nécessitant des ajustements. Un pulvérisateur automoteur Amazon avec une fuite dans le réservoir. Elle prenait des notes techniques détaillées sur chaque machine, photographiait des composants, testait des systèmes, enregistrait tout sur la tablette. Les agriculteurs et investisseurs se sont progressivement dispersés, retournant à leurs conversations sur les prix, sur les récoltes, sur le marché des matières premières agricoles. Édouard a disparu à l'intérieur de la maison principale, probablement pour passer ses appels d'affaires millionnaires. Le soleil montait dans le ciel, la chaleur augmentait et le mouvement dans la cour diminuait. 2 heures plus tard, Marie avait terminé l'évaluation complète de tous les équipements, tous, sauf un. Il ne restait que le Valtra. Elle a regardé le tracteur rouge couvert de poussière dans le coin du hangar, a regardé autour d'elle. Personne ne faisait attention à elle. Les quelques hommes qui étaient encore dans la cour conversaient animés de l'autre côté, sous un arbre, buvant du café et discutant de politique. Marie a pris une décision. Elle savait que c'était risqué. Elle savait qu'il pourrait y avoir des conséquences, mais elle ne pouvait tout simplement pas laisser tomber. Elle ne pouvait pas abandonner ce tracteur, sachant qu'elle pouvait probablement le réparer. Avec des mouvements rapides et silencieux, elle a pris sa boîte à outils, la vieille boîte qui avait appartenu à son grand-père Henri, et est retournée au Valtra. Elle a ouvert le capot à nouveau, localisé la vis du capteur de pression, pris une clé Allen de 4 mm et commencé à travailler. D'abord, elle a complètement desserré la vis, retiré le capteur, nettoyé soigneusement le filetage avec une petite brosse métallique. Il y avait de la saleté accumulée, des résidus d'huile ancienne. Elle a tout nettoyé méticuleusement. Ensuite, elle a vérifié le capteur lui-même, testé la continuité électrique avec un multimètre. Le capteur fonctionnait parfaitement, il n'était pas grillé. Elle a remis le capteur en position correcte, inséré la vis et pris sa clé dynamométrique digitale, un outil de précision qu'elle avait acheté avec son premier salaire comme mécanicienne indépendante. Elle a commencé à serrer la vis lentement, observant la lecture digitale. 5 Nm, 6, 7, 8. Elle s'est arrêtée exactement à 8 Nm, le couple spécifié par le fabricant. Ensuite, elle a vérifié toutes les connexions électriques du capteur. Il y avait une légère oxydation sur les terminaux, cette corrosion verte caractéristique qui apparaît avec l'humidité et le temps. Elle a pris un spray de contact électrique de sa boîte, nettoyé soigneusement chaque terminal, attendu que le produit s'évapore et reconnecté tout avec soin. Marie est montée dans la cabine du tracteur, s'est assise sur le siège desséché, a mis la main sur la clé de contact et, avant de tourner, a fermé les yeux pendant une seconde. « Grand-père Henri », elle a murmuré doucement. « Si j'ai raison, aide-moi ici. » Alors elle a tourné la clé en position de préchauffage, et c'est arrivé. Le tableau de bord du tracteur s'est allumé pour la première fois en 5 ans. Les voyants ont clignoté. Jaune, rouge, vert, comme de petites étoiles qui s'éveillent. Le son électronique d'initialisation du système a retenti, ce bip caractéristique qui indiquait que la centrale électronique communiquait avec tous les capteurs, vérifiant tous les paramètres. Le cœur de Marie s'est emballé. Elle a pompé la pédale d'accélérateur 3 fois, faisant l'amorçage manuel du système de carburant, nettoyant les possibles bulles d'air qui auraient pu se former pendant les années d'arrêt. Elle a attendu 5 secondes, puis a tourné la clé jusqu'à la position de démarrage. Le démarreur a commencé à tourner, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et alors, comme un géant qui se réveille d'un sommeil profond, le moteur AGCO Power 6 cylindres a rugi de retour à la vie. Le son était absolument assourdissant dans le hangar silencieux. C'était un rugissement profond,
puissant, ce ronronnement caractéristique de moteur diesel haute performance fonctionnant parfaitement. Le moteur a tremblé initialement, s'ajustant, trouvant son rythme, puis s'est stabilisé à un ralenti parfait. Il n'y avait pas de raté, pas de fumée noire sortant de l'échappement, pas de bruits étranges. C'était parfait. Marie a regardé le tableau de bord digital du tracteur. Toutes les lectures étaient normales, dans les paramètres. Pression d'huile, 4 bars. Température du moteur, montant graduellement. Rotation, 800 RPM. Et le plus important, pression du Common Rail, 1600 bars, stable, exactement comme elle devrait être. Elle a commencé à rire. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle a commencé à rire seule, là dans la cabine. Un rire qui était parti soulagement, parti victoire, parti pure joie d'avoir raison. Elle l'avait réparé, elle avait vraiment réparé. Une vis. Juste une foutue vis de 8 Nm. Le bruit du moteur a immédiatement attiré l'attention. Marie a vu par les rétroviseurs des hommes courir vers le hangar. Elle a vu Édouard Delacroix sortir de la maison principale, le téléphone portable tombant de sa main, une expression d'absolue incrédulité sur le visage. Elle a vu le commissaire-priseur Bernard apparaître de quelque part, les yeux écarquillés. Édouard est arrivé en courant, essoufflé, et s'est arrêté devant le tracteur. Il est resté là, debout, simplement debout, bouche ouverte, complètement incapable de traiter ce que ses yeux voyaient et ses oreilles entendaient. Le tracteur que 3 ingénieurs avaient déclaré mort, qui avait coûté 50 000 € en diagnostic frustrant, qui était abandonné depuis 5 ans, fonctionnait. Il était vivant. Il rugissait comme neuf. Marie a éteint le moteur, qui a obéi immédiatement, s'éteignant doucement, et est descendue de la cabine. Elle tenait dans sa main la petite clé Allen de 4 mm, cet outil simple, ancien, qui avait appartenu à son grand-père Henri. Qu'est-ce que... Édouard a essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas correctement. Qu'est-ce que vous avez fait? Marie l'a regardé, et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette ferme, c'était elle qui avait le contrôle de la situation. J'ai serré une vis, elle a dit avec un calme impressionnant. Impossible. Édouard a murmuré en secouant la tête. C'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Les techniciens de Valtra, les ingénieurs, 50 000 € en diagnostic. Se sont trompés, Marie a complété, sa voix ferme et claire pour que tous les hommes autour puissent entendre. Quand un technicien regarde un système électronique complexe et ne trouve pas le problème dans les modules principaux, dans les capteurs sophistiqués, dans les composants chers, il assume automatiquement que le problème doit être catastrophique, doit être proportionnel au temps et à l'argent dépensés à chercher. Mais parfois ce n'est pas le cas. Parfois c'est juste une vis de calibrage mal placée, un détail microscopique de 8 Nm qui coûte exactement 0 € à réparer. Un des agriculteurs, le même qui avait fait des blagues avant, a laissé échapper un long sifflement impressionné. Mon Dieu, elle a ressuscité le mort. Elle a vraiment ressuscité le tracteur mort. Édouard a regardé Marie, puis le tracteur, puis à nouveau Marie. Ses yeux bougeaient rapidement, comme s'il essayait de traiter une équation mathématique impossible. Son visage était rouge maintenant, mais ce n'était plus la rougeur de l'arrogance ou de l'irritation, c'était autre chose. C'était la honte mêlée à la colère, c'était l'humiliation mêlée au choc, c'était le malaise profond de quelqu'un qui vient de voir toutes ses certitudes détruites devant un public. « Vous !» il a commencé, la voix sortant étrange, rauque. Vous n'aviez pas l'autorisation de toucher à cette machine. Marie a tenu fermement la clé Allen, cet outil minuscule qui avait tout changé. Je sais, elle a répondu calmement, sans détourner le regard. Mais je savais aussi que j'avais raison, et j'avais raison. Vous ne comprenez pas. Édouard a fait un pas en avant, et maintenant sa voix était basse, tendue, chargée d'émotion. Vous m'avez fait passer pour un idiot complet devant tous ces hommes. J'ai affirmé catégoriquement que ce tracteur était un cas perdu. J'ai raconté à tout le monde que j'avais dépensé 50 000 € en diagnostic, que les meilleurs ingénieurs de France avaient essayé et échoué.
Et vous apparaissez ici et résolvez tout avec une vis. Avec une foutue vis. Le silence autour était total. Tous les hommes présents observaient la scène comme s'ils regardaient un film. Personne ne savait exactement quoi dire ou faire. Le problème n'était pas impossible, monsieur Delacroix, Marie a dit. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Ce n'était plus la voix défensive de quelqu'un qui est attaqué, c'était la voix de quelqu'un qui peut enfin dire sa vérité. Le problème était invisible. Invisible pour ceux qui ne croient qu'en la technologie chère, en beaux diplômes, en certifications officielles. Invisible pour ceux qui oublient que les machines, au final, sont faites de vis, d'écrous, de couples corrects et de fondamentaux de base. Édouard est resté silencieux pendant un long moment. Marie a vu quelque chose bouger en lui, quelque chose changer derrière ses yeux. C'était comme regarder un mur être démoli brique par brique. « Comment avez-vous appris ça ?» il a finalement demandé. Et cette fois, il n'y avait pas d'arrogance dans la question. C'était une curiosité genuine. Marie a respiré profondément. « Avec mon grand-père, Henri Dubois. Il a été mécanicien en chef d'une coopérative agricole dans la campagne de la Beauce pendant 40 ans. C'était un endroit où les machines avaient des décennies d'utilisation, où les petits producteurs n'avaient pas d'argent pour changer d'équipement tous les 5 ans, comme le font les fermes modernes. Là-bas, réparer n'était pas optionnel, c'était une question de survie. Elle a regardé le Valtra, ce géant rouge, qui était maintenant vivant à nouveau. Mon grand-père m'a enseigné que la technologie moderne résout 80% des problèmes, mais les 20% restants exigent un œil clinique, de la patience et du respect pour la machine. Il disait que chaque équipement a sa personnalité, ses secrets, ses manies, et que parfois le problème le plus simple se cache derrière la solution la plus complexe. Un des investisseurs présents, un homme plus âgé aux cheveux blancs, a commencé à applaudir lentement. Le son des applaudissements a résonné dans le hangar, puis d'autres se sont joints, un par un, les agriculteurs, les curieux, même les cadres en costume qui s'étaient moqués de Marie au début, ont commencé à applaudir. Ce n'était pas une ovation enthousiaste, mais c'était une reconnaissance que quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. Édouard a regardé autour de lui, voyant ses invités applaudir la femme qu'il avait humiliée publiquement. Il a vu le respect dans leurs yeux, il a vu l'admiration et a réalisé à ce moment douloureux qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. Plus que ça, il a réalisé qu'il avait eu tort, profondément, fondamentalement tort. Il s'est éloigné sans rien dire de plus, marchant vers la maison principale de la ferme. Ses épaules étaient courbées d'une façon que Marie n'avait pas vue auparavant. Il est entré par la porte et l'a fermée derrière lui, non pas avec violence, mais avec le soin de quelqu'un qui a besoin d'être seul pour traiter ce qui vient de se passer. Marie est restée là encore quelques minutes, répondant aux questions des agriculteurs, expliquant techniquement ce qu'elle avait fait, recevant des félicitations et des poignées de main. Le commissaire-priseur Bernard était radieux, disant que cette histoire allait valoriser toute la vente aux enchères, que tout le monde voudrait venir juste pour voir le tracteur qui avait ressuscité. Mais Marie ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait fatiguée de devoir prouver sa compétence chaque jour, à chaque travail, à chaque homme qui doutait automatiquement d'elle. Elle a terminé son rapport technique sur la tablette, notant en détail la procédure qu'elle avait réalisée sur le Valtra, incluant des photographies de la vis désalignée et de la clé dynamométrique montrant l'ajustement correct. Quand elle a remis le rapport complet à Bernard, il était déjà milieu d'après-midi. Le soleil était fort, la chaleur intense. « Bon travail, Marie », Bernard a dit, serrant sa main avec fermeté. « Vraiment bon travail. Vous êtes une professionnelle exceptionnelle. » Marie a remercié, rangé ses outils dans la vieille boîte de son grand-père, tout mis dans le kangou et est partie. Pendant qu'elle conduisait sur la route de campagne, observant la poussière beige s'élever par le rétroviseur, elle a pensé à Henri. Elle a pensé à combien de fois il avait affronté des situations similaires, combien de fois il avait prouvé que la vraie connaissance valait plus que des diplômes chers.
Et elle a pensé que d'une certaine façon, ce jour-là, elle avait honoré sa mémoire. Elle savait qu'elle ne travaillerait probablement plus jamais pour Édouard Delacroix. Elle savait qu'elle avait blessé son ego d'une façon que des hommes comme lui pardonnent rarement. Mais elle était en paix. Elle avait prouvé son point, pas seulement pour lui, mais pour elle-même. Elle avait montré qu'une femme mécanicienne de la campagne de la Beauce, sans diplôme d'ingénierie, sans certifications officielles pompeuses, pouvait résoudre ce que des ingénieurs chers n'avaient pas pu. Ça, a-t-elle pensé, en accélérant vers l'autoroute, ça valait plus que n'importe quelle humiliation qu'elle avait subie. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration aujourd'hui. 10 mois plus tard. 10 mois se sont passés depuis ce jour à la ferme expérimentale Vallée du Soleil. 10 mois pendant lesquels Marie a continué sa vie exactement comme avant, voyageant dans toute la région Centre-Val de Loire et au-delà, de ferme en ferme, de vente aux enchères en vente aux enchères, évaluant des machines agricoles, diagnostiquant des problèmes, gagnant sa vie honnêtement et avec compétence. L'épisode avec Édouard Delacroix était devenu une histoire qu'elle racontait occasionnellement à des collègues de profession, toujours avec un sourire un peu amer, se terminant toujours par la même réflexion. Il y a des gens qui ne croient que ce qui est cher et compliqué. L'histoire du tracteur ressuscité avait circulé dans les cercles de l'agrobusiness régional. Marie avait gagné une réputation encore plus grande et son téléphone sonnait plus fréquemment. Plus de travail, plus d'opportunités, plus de reconnaissance, mais elle pensait rarement à Édouard Delacroix. Pour elle, cet homme arrogant n'était qu'un de plus dans une longue liste de personnes qui avaient sous-estimé ses capacités. C'était un après-midi chaud de juin. Marie était dans sa petite maison louée aux environs de Chartres, organisant des outils et se préparant pour un travail la semaine suivante, quand son téléphone portable a sonné. Numéro inconnu. Elle a presque décroché, pensant que ça pourrait être un appel de télémarketing, mais quelque chose l'a fait glisser le doigt sur l'écran vert. Allô, Marie Dubois. La voix était masculine, formelle, mais il y avait quelque chose de familier dedans. Oui, c'est moi. Je m'appelle Édouard Delacroix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Marie a failli laisser tomber le téléphone portable. Elle a senti son cœur s'accélérer. Pas de peur, mais de surprise absolue. Bien sûr qu'elle se souvenait, c'était impossible d'oublier. « Je me souviens », elle a dit, gardant sa voix neutre. « Je sais que notre dernière rencontre a été compliquée. Je sais que je me suis comporté d'une façon inacceptable et j'aimerais parler avec vous personnellement d'un projet. Un projet sérieux. Pourriez-vous me rencontrer à Chartres la semaine prochaine ?» Marie a hésité. Une partie d'elle voulait refuser immédiatement, dire qu'elle n'avait aucun intérêt à revoir cet homme. Mais une autre partie, la partie curieuse, la partie qui voulait toujours comprendre les choses jusqu'au bout, a parlé plus fort. Quel type de projet ? Je préfère expliquer personnellement. Je promets que ça vaut votre temps, s'il vous plaît. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose que Marie n'arrivait pas à identifier exactement, mais qui sonnait humble, sincère. Elle n'était pas sûre, mais elle a accepté. D'accord. Où et quand ? Ils ont pris rendez-vous pour un mercredi après-midi dans un café au centre de Chartres, un endroit public et neutre. Marie est arrivée quelques minutes en avance, a choisi une table près de la fenêtre où elle pouvait voir la rue et a commandé un café noir en attendant. Elle était nerveuse, même si elle ne voulait pas l'admettre. Elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre de cette rencontre. Quand Édouard Delacroix est entré dans le café, Marie ne l'a presque pas reconnu. Il était différent, visiblement différent. Ce n'était plus cet homme impeccablement habillé, cheveux parfaitement arrangés, posture arrogante de quelqu'un qui possède le monde. Il portait une chemise simple, un jean, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là avant. C'était de la fatigue, peut-être, ou de l'humilité, ou les deux. Il l'a vu, a fait un signe discret et a marché jusqu'à la table. « Marie, merci d'être venue. » Il a tendu la main de façon formelle, respectueuse. Elle a serré, notant que sa poignée était ferme, mais pas dominatrice. Ils se sont assis.
Il y a eu un silence gênant pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'Édouard respire profondément et commence à parler. Je dois commencer par vous présenter des excuses formelles pour mon comportement ce jour-là. J'ai été grossier, plein de préjugés, arrogant et complètement immature. Il n'y a aucune justification pour la façon dont je vous ai traité, et je suis désolé, sincèrement. Marie l'a observé en silence, essayant de détecter de la fausseté ou de la manipulation, mais il n'y en avait pas. Il semblait sincère. « J'accepte les excuses », elle a dit finalement. Édouard a semblé clairement soulagé. Après votre départ ce jour-là, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, la vente aux enchères a été un énorme succès. Ce Valtra que vous avez réparé a été vendu pour un excellent prix, bien au-dessus de ce que j'espérais. L'acheteur était un fermier de l'Eure, un homme appelé Séverin, qui était absolument fasciné par l'histoire. Il s'est arrêté pour prendre une gorgée d'eau. Ce Séverin m'a contacté quelques semaines plus tard. Il voulait me dire personnellement à quel point il était impressionné par vous, comment vous aviez sauvé une machine que tout le monde, moi y compris, considérait comme perdue. Et il m'a dit quelque chose qui est resté dans ma tête. Delacroix, vous avez l'argent pour acheter les meilleures machines du monde, mais je suis sûr que vous n'avez aucune idée de comment les maintenir en fonctionnement quand la technologie échoue. Et il avait raison. Marie a continué à écouter, intriguée. Ça m'a fait réfléchir, Édouard a continué, et maintenant il y avait une passion genuine dans sa voix. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai 5 fermes réparties en Eure-et-Loire et dans le Loiret. De grandes opérations, modernes, avec les machines les plus avancées disponibles sur le marché. Et vous savez quel est mon plus gros problème ? Ce n'est pas le manque de technologie, ce n'est pas le manque de capital, c'est le manque de mécaniciens compétents qui savent faire de la vraie maintenance de base. Il gesticulait en parlant, animé. Les machines tombent en panne et restent des semaines, parfois des mois, arrêtées, en attendant qu'un technicien spécialisé vienne de la ville. Pendant ce temps, la récolte se perd, les pertes s'accumulent, et quand le technicien arrive finalement, souvent le problème est quelque chose de simple que n'importe quel mécanicien bien formé aux fondamentaux pourrait résoudre en quelques heures. Marie a commencé à comprendre où tout cela menait. Je veux monter un centre de formation technique ici, dans la région Centre-Val de Loire, Édouard a dit, regardant directement dans ses yeux. Un endroit où on enseigne aux mécaniciens des communautés rurales, des petites villes de l'intérieur, à faire de la maintenance préventive et corrective de machines agricoles lourdes. Pas seulement la partie électronique sophistiquée, mais surtout les fondamentaux. Hydraulique, mécanique de base, couple correct, calibrage, lecture de manuels techniques, les choses que vous avez apprises avec votre grand-père, les choses qui font la vraie différence au quotidien. Il a fait une pause, respiré profondément. Et je veux que vous soyez ma partenaire dans ce projet. 50% pour chacun, société égalitaire. J'apporte le capital initial, l'infrastructure physique, les contacts dans le secteur. Vous apportez la connaissance technique, la méthodologie d'enseignement, la crédibilité professionnelle. On crée quelque chose qui fait vraiment une différence dans la vie des gens. Marie est restée silencieuse pendant un long moment. C'était une proposition énorme, gigantesque. Cela signifiait changer complètement sa vie, quitter le travail autonome, itinérant, établir des racines dans un endroit. Et plus important, cela signifiait travailler directement avec l'homme qui l'avait humilié publiquement. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» Elle a demandé, sa voix basse mais ferme. Édouard a soupiré, et pour la première fois, Marie a vu une vraie vulnérabilité en lui. Parce que ce jour-là, à la ferme, a été la plus grande leçon d'humilité que j'ai jamais reçue de ma vie. Parce que j'ai grandi en croyant que l'argent et les connexions résolvent tout, que le diplôme et les certifications sont les seuls indicateurs de compétences. Et vous m'avez montré, devant des dizaines de personnes, que j'avais complètement tort. Vous m'avez montré que la vraie connaissance n'a pas de genre, n'a pas de diplôme accroché au mur, n'a pas de nom de famille pompeux. Elle a de la valeur, elle a de la substance.
et vous avez une valeur immense que j'ai gaspillée, que j'ai ridiculisée par pur préjugé idiot. Je ne veux pas commettre cette erreur à nouveau. Je ne peux pas commettre cette erreur à nouveau. » Il y avait des larmes dans ses yeux maintenant, et Marie a réalisé que ce n'étaient pas des larmes de manipulation. C'étaient des larmes de quelqu'un qui avait vraiment changé, qui avait vraiment appris quelque chose de douloureux mais nécessaire. Elle a pensé à son grand-père Henri, à ses mains calleuses, démontant des moteurs impossibles. Elle a pensé à la boîte à outils ancienne qu'elle utilisait encore tous les jours. Elle a pensé au carnet usé de notes techniques qu'elle consultait régulièrement. Elle a pensé à combien de jeunes talentueux existaient dans la campagne française qui n'auraient jamais l'opportunité d'apprendre la vraie mécanique, de développer cet œil clinique qui ne vient qu'avec la pratique et une orientation adéquate. Et elle a pensé que peut-être cette vis de 8 Nm avait ouvert une porte beaucoup plus grande qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. « D'accord, » elle a finalement dit, tendant la main sur la table. « Mais avec des conditions. Première, pas de technologie pour la technologie. On enseigne depuis la base, depuis les fondamentaux, couple, calibrage, nettoyage adéquat des composants, lecture correcte des manuels, les choses qui comptent vraiment. Deuxième, on engage des instructeurs qui savent vraiment mettre la main à la pâte, pas seulement des professeurs théoriques. Troisième, place prioritaire pour les personnes des communautés rurales à faible revenu, surtout les femmes qui veulent entrer dans le domaine. » Édouard a serré sa main fermement. Marché conclu, toutes les conditions acceptées. Et c'est ainsi qu'1 an et demi après ce jour mémorable à la ferme expérimentale Vallée du Soleil, Marie Dubois et Édouard Delacroix ont inauguré le Centre d'excellence en mécanique agricole de Chartres, le premier du type en région Centre-Val de Loire. La cérémonie d'inauguration a compté sur la présence d'autorités locales, de représentants de fabricants de machines, d'agriculteurs de toute la région et de dizaines de jeunes qui seraient les premiers élèves. Le symbole du centre, qui était fièrement affiché à l'entrée du bâtiment moderne construit spécialement pour le projet, était une vis Allen, petite, simple, fondamentale, essentielle. Et juste en dessous du symbole, une phrase que Marie a tenu absolument à mettre, citant son grand-père Henri. La technologie résout 80% des problèmes. Les 20% restants exigent un œil clinique, de la patience et du respect pour la machine. La première année de fonctionnement, le centre a formé 120 mécaniciens spécialisés, dont 43 femmes. Et tous les outils utilisés dans les cours pratiques ont été achetés neufs. Mais Marie a toujours gardé en exposition, dans une vitrine en verre, dans le hall principal, la boîte à outils ancienne de son grand-père Henri, pour que personne n'oublie d'où tout avait commencé, pour que personne n'oublie que la vraie connaissance n'a pas besoin d'ostentation, seulement de respect, de dévouement et d'une vie serrée au couple correct. Merci d'avoir regardé cette histoire inspirante sur Moteurs et Espoirs. Si elle vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle a été la première voiture que vous avez conduite. Votre engagement nous aide à continuer à partager ces récits qui célèbrent le courage, la compétence et la dignité. À très bientôt pour une nouvelle histoire.